retrouve samedi soir 16 octobre pour un vlog, en fait un peu spécial. J'avais préparé plusieurs sessions de vlog dans la semaine, j'avais même ouvert un petit colis en vidéo et en faisant le montage ce soir, ma tablette me disait que j'avais plus de place. Pour valider la vidéo, j'ai voulu supprimer, faire de la place et malheureusement j'ai supprimé sur Liquid les vidéos qui permettaient de monter ma vidéo finale et j'ai tout perdu du coup parce qu'une fois que c'est supprimé de Liquid, il n'y a plus rien. Donc malheureusement l'unboxing, les petites choses que j'ai reçues cette semaine, vous l'aurez pas en live. Alors cette semaine j'ai reçu en fait de Match Field 2 articles que j'ai commandés sur sa boutique en ligne. Elle est associée avec Société 6 qui permet d'avoir des produits tels que des tasses, des tapisseries, des fours de téléphone, de tablettes pour l'ordinateur. Qu'est-ce qu'on y trouve encore? Des agents, enfin des cahiers pour écrire. Il y a même un meuble qu'on peut acheter. Mais bon, c'est plus de 400 $. C'est un peu un meuble type meuble télé. Vous voyez le genre. Et donc du coup, j'avais envie de lui passer une commande. Matchofield, elle fait des créations, surtout sur, pour l'instant, la saga ACOTAR. À la base, elle faisait des fanarts. Elle a d'ailleurs un autre site où elle vend ses fanarts. J'en ai plusieurs dans mes bibliothèques. Ils sont un petit peu cachés par moi. Je ne les ai pas montrés nulle part volontairement parce qu'ils spoilent beaucoup le dernier tome d'ACOTAR qui sortira à la fin du mois d'octobre en français. Donc par respect pour les gens qui n'ont pas lu, je n'ai pas voulu montrer ces fanarts sur internet pour le moment. Mais du coup, en premier, je lui ai pris des fanarts. Et puis, quand elle a ouvert cette boutique, j'ai dit, oh, il y a plein de choses qui me plaisent. Et j'ai choisi, en premier lieu, de prendre une four de téléphone sur ACOTAR, bien sûr, avec la montagne de Vélaris et les 3 étoiles. Bon, le sticker, ce n'était pas fourni, hein, c'est parce que je l'ai eu ailleurs. To the stars were listened, on the dreams that are answered. Aux étoiles qui écoutent et aux rêves qui sont exaucés. C'est une célèbre citation de la saga ACOTAR. J'ai pris cette coque de téléphone parce que la mienne, qui venait du Disney Store Japon, était sympa. Elle se fermait comme ça. Par contre, il n'y avait pas la coque sur le côté. Ça se collait uniquement avec une petite couche de glue. Je ne sais pas trop ce que c'était, une matière bizarre. Et il n'y avait pas la coque. Et mon téléphone s'est cassé 2 fois en 2 semaines. En l'espace, il y a un mois en arrière à peu près. Et dans les magasins, ils m'ont dit les 2 pareils. Vous avez une coque qui ne ferme pas. Enfin, vous n'avez pas de coque sur les côtés. Même si vous avez le dessus et le dessous qui ferment, quand il ramasse sur les côtés, l'écran il casse. Donc il fallait une coque. Et quand j'ai vu qu'elle faisait des fours de téléphone, je dis chouette alors. Parce que j'ai tout de suite vu qu'il y avait la petite coque de protection autour. Par contre, au début, elle vendait que des comme ça. Et je me suis dit, mince alors, j'aimerais bien une four complète. Je l'ai contactée et elle est vraiment adorable. 10 minutes après, elle me répondait qu'elle avait mis en ligne des fours qui se ferment avec le rabat devant, comme celle-ci. Donc j'étais vraiment contente, elle est vraiment au top au niveau de la réaction. Ensuite, je lui ai pris une tapisserie qui est actuellement du coup à mon mur. Je vous l'avais montré en la déboxant. Bon, elle ne rentrait pas dans le cadre de toute façon. J'avais pris une photo pour vous montrer parce qu'elle est immense. d'ACOTAR, toujours, Richard de Feira. Je vous mettrai une petite photo en haut que vous voyez quand même le rendu final. Une célèbre scène dans le tome 2 que beaucoup de monde reconnaîtra, je pense. Et franchement, sur les prix, pour une tapisserie comme ça, c'était vraiment pas trop cher. J'ai trouvé ça au top. Sinon, là, cette semaine, j'ai posté ma première vidéo, vraie vidéo, autre que la présentation, qui a été l'unboxing de ma Mystery Box des éditions Plume Blanche. J'étais vraiment contente parce que cette box, elle devait arriver au mois de novembre et ça a été la bonne nouvelle du dimanche passé. C'était votre colis est en cours d'envoi. Bon, très bien. Vous l'avez certainement vu. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller la voir. J'en ai commandé du coup une deuxième. Je le disais dans la vidéo que j'hésitais à en commander une deuxième. Ce sera le cadeau de Noël de ma maman. Comme ça, j'aurai 3 autres livres de l'année 2022. Et puis, je pensais que j'aurais reçu des petites figurines issues d'un univers livresque très connu. Mais depuis le 26 septembre, le statut n'a pas bougé. C'est à Chicago, Illinois.
Bon, je sais que ça met du temps en ce moment. Hein. J'ai un fan art qui venait justement de Chicago. J'ai commandé en mai ou en juin et il est arrivé fin août ou quelque chose comme ça. Et c'était juste un fan art de taille carte postale. Donc ça met du temps. Il faut que je sois patiente. Ensuite, bah, au niveau de mes lectures, voilà, c'est ce que j'ai fait. Cette semaine, j'ai lu, enfin en une soirée, j'ai lu Les carnets de cerises, le tome 2, le livre d'Hector, par Joris Chamblin et Aurélie Neyret. C'est franchement une petite BD que j'adore. On a des très jolies images. J'aime bien le style graphique. On a des pages un peu lettres, comme ceci. J'ai vraiment passé un très très bon moment sur cette BD. La couverture est magnifique. C'est franchement un petit bijou, une lecture doudou, comme j'appelle ça. Et qui est abordable aussi, moi je pense, pour les enfants. Je rentrerai plus en détail dans un update lecture. Elle m'a beaucoup plu, mais c'est pas un coup de cœur et c'est pas un 20 sur 20 comme le premier tome. Je lui ai mis 18 sur 20. Parce qu'il y a certaines petites choses qui m'ont un peu moins plu. Le caractère d'une de ces deux amies, j'y reviendrai en update lecture, m'a moins plu. Et l'histoire, je l'ai trouvée très sympathique, très touchante. Mais je sais pas, j'accrochais plus à la première. Il m'a manqué une touche de magie. Alors, il n'y a rien de magique, mais je parle de la magie de l'évasion, la magie de la lecture. Il m'a manqué quelque chose de magique à ce niveau-là vis-à-vis du premier tome que j'ai pu lire il y a quelques mois. Mais ça reste une très bonne lecture et j'ai hâte de lire le tome 3. Ensuite, j'ai terminé Les Faucons de Ravera, le tome 1. C'est un livre où on parle beaucoup de politique. On y suit Amelia Cornaro, j'aurais du mal à le dire, qui est la fille d'une comtessa dans le royaume de Ravera. La comtessa fait partie des dirigeants politiciens du royaume, de l'Empire Sérénissime. Et dans ce royaume, elle est donc haut placée, la comtessa, et dans ce royaume, on a des faucons et des fauconniers. Les faucons, c'est des personnes avec un pouvoir magique. En l'occurrence, là, on va suivre Zaira, qui est une jeune femme qui a le don de mal en feu. C'est-à-dire qu'elle peut mettre le feu à tout ce qu'elle veut, aux gens, juste en pensant comme ça, elle met le feu aux gens. Et les faucons ont toujours un fauconnier, qui est une personne qui leur est attachée. C'est-à-dire que le fauconnier passe un bracelet au faucon à un moment donné, et ce bracelet permet de contrôler la magie du faucon. Dans certains cas, comme avec des pouvoirs très puissants comme le mal en feu, si vous perdez le contrôle, c'est une bonne chose parce que du coup, vous brûlez toute la ville. Et dans ce cas-là, votre fauconnier, il dit un mot et votre pouvoir ou votre feu, là, en l'occurrence, s'arrête. Et dans l'autre sens, s'il dit un autre mot, le pouvoir peut alors prendre le pouvoir, peut se déclencher. En général, faucons et fauconniers sont soit de la même famille, soit des amis proches. Enfin, c'est des gens qui ont confiance les uns dans les autres. Seulement dans cette histoire, ce n'est pas le cas. Zaira est une jeune femme adulte, notre faucon, et Amelia, la fille de la comtessa aussi. Elles ne se connaissaient pas du tout, mais un jour, Amelia, en allant dans les rues clandestinement, parce que sa maman ne lui aurait pas donné l'accord, elle surprend Zaira, qui se fait agresser par deux hommes. Et du coup, Amelia fait une petite distraction, puisqu'il n'y a pas de garde, il n'y a pas de fauconnier, il n'y a personne pour venir en aide à Zaira, et ça se passe dans un coin malfamé de la ville. Et ça donne cette petite seconde qu'Amelia donne de répit en provoquant les deux hommes, permet à Zaira de faire sortir son pouvoir de mal en feu. Elle met le feu à ces deux hommes qui meurent, hein, même s'ils vont se jeter dans la rivière pas loin, ils meurent. Mais elle n'arrive pas à contrôler son pouvoir et elle continue à brûler ce qu'il y a autour d'elle. Et soudainement, un fauconnier apparaît et tend un bracelet à Amelia, qui ne l'a pas reconnue parce qu'elle est cachée sous une capuche et tout ça. Et lui dit, il faut que vous lui passiez le bracelet, il faut que vous deveniez son fauconnier, parce qu'il faut la maîtriser, il faut l'arrêter. Et Amelia, elle ne veut pas, parce que techniquement, les gens de la noblesse, comme Amelia, ne deviennent pas fauconniers. En tout cas, pas la fille de la comtessa, qui est haut placée dans l'Empire. Et du coup, après ça, elle finit par accepter parce que malheureusement, Marcello est déjà fauconnier d'une personne et on ne peut être qu'un fauconnier à la fois. On ne peut pas avoir deux personnes, c'est pas possible. Quand il se rend compte, après avoir maîtrisé Zaira, en lui mettant le bracelet, qu'il s'agit d'Amelia Cornaro, il est tout gêné, Marcello et tout, ça risque de faire des problèmes avec le doge et tout ça.
Oh, la mère d'Amélia, au final, elle est plutôt contente de savoir que sa fille devient une fauconnière, mais c'est vrai qu'au niveau des hauts placés de l'Empire Sérénissime, ils sont peut-être pas tous très contents de ça. J'aime beaucoup le personnage de Zaira. Après, comme on peut s'en douter, elle a un très fort caractère. Elle en fait voir de toutes les couleurs à Amélia et Marcello parce qu'elle est adulte. Et comme je l'ai dit plus tôt, normalement, les fauconniers et les faucons, on les détecte très tôt, les faucons, quand ils sont enfants ou jeunes ados. Ce qui fait que soit leur famille les repousse parce qu'ils n'en ont pas envie, soit leur famille les aime, mais il y a des problèmes avec des kidnappings, des gens qui leur veulent du mal. Et du coup, les faucons, en général, ils viennent avec plaisir au mu, l'endroit où ils vivent, avec leurs fauconniers. Sauf que Zaira, puisqu'elle est adulte, vous vous doutez qu'elle s'est toujours cachée des yeux de l'Empire pour ne pas devenir un faucon. Donc, elle fait vraiment tout pour embêter Amélia. Elle ne veut pas de sa confiance, elle ne veut pas de son amitié. À côté de ça, on a aussi une histoire d'amour, mais je ne veux pas en dire plus. Au début, j'ai eu un peu de mal à rentrer dans ce livre. Et au niveau de la politique, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup plus que dans... Il y en a beaucoup plus que dans... En fait, c'est-à-dire... La magie n'est beaucoup moins présente que dans des livres comme Un sorcier noir et éternel, ou encore Rose éternelle, qui allie vraiment très bien la magie et la politique. Là, on est plus sur la politique. Il y a un peu de magie, mais pas tant que ça. On en voit un petit peu plus sur la fin. Et en plus, on est dans un monde fantastique, fantasy, complètement inventé. Mais on pourrait être dans notre monde il y a 200 ou 300 ans, à part un ou deux détails près. Ça pourrait être un petit peu des cités médiévales ou quelque chose comme ça. Ouais, finalement, sur la fin, j'ai pris plus de plaisir qu'au début. Enfin, je l'ai toujours apprécié, hein. Mais j'ai pris plus de plaisir sur la fin qu'au début. Et j'ai quand même hâte de lire la suite pour voir ce qui va se passer avec, par exemple, le prince Ruven. Donc ça a été plutôt une bonne lecture. Je lui ai mis un 17 quand même. Ensuite, j'ai terminé Gardien des cités perdues, le tome 2, Exil. Je ne vais pas vous résumer le tome 2, c'est un tome 2. Juste pour vous parler 2 secondes du tome 1, on y suit Sophie, une petite fille qui à la base se croyait humaine, vivait dans notre monde, sauf qu'elle était pas comme les autres enfants, c'est-à-dire qu'elle pouvait lire dans leurs pensées, elle ne savait pas comment bloquer ses pensées, et en plus de ça, elle est très intelligente. Elle a une mémoire photogénique, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Et un jour, un petit garçon, un peu plus grand qu'elle, débarque et lui annonce qu'en fait, c'est une elfe. Comme lui, elle est capable de lire dans les pensées. Chaque elfe a un pouvoir différent. Alors, on n'est pas sur des elfes comme dans le Seigneur des Anneaux, hein. D'ailleurs, Sophie, elle en parle. Elle lui dit non, on n'est pas comme ça. C'est des elfes différents. Ils vivent dans un royaume qui est en fait dans le nôtre. Seulement, il est caché du nôtre. On est liés l'un à l'autre, mais les humains n'en ont plus conscience. À une époque, on vivait ensemble en harmonie, et puis à un moment donné, les elfes ont décidé de se cacher aux yeux des humains parce qu'ils n'aiment pas comment on a évolué. Ce que j'aime bien avec ces livres, c'est qu'on a aussi des cités perdues, oui, c'est le titre, comme l'Atlantide, comme... j'ai plus les autres noms, mais quand je les lis au cours de la lecture, je me dis « Ah oui, ça c'est une cité perdue ». Et là, le deuxième tome, c'est sur Exil, même si on n'est pas que sur Exil. C'est vraiment une histoire que j'aime bien, c'est du jeunesse, hein, mais ça se lit très facilement, ça reste très agréable. Le premier tome, ça faisait un petit peu Harry Potter, une petite touche, parce qu'elle a 12-13 ans dans le premier tome, qu'elle débarque dans cet univers, qu'elle découvre qu'elle est une elfe et pas une humaine. Elle a été amenée là quand elle était petite fille, toute petite. Elle ne sait pas pourquoi, personne ne sait pourquoi, personne ne comprend son ADN. C'est une elfe, mais on ne sait pas qui sont ses parents. Est-ce que les elfes qui l'ont amenée là, sont-ils gentils, méchants? Est-ce qu'ils cherchent à la protéger de quelque chose, à la cacher? Même dans ce deuxième tome, on ne sait toujours pas tout. On attend encore des réponses. C'est une lecture vraiment sympa. Le côté Harry Potter, c'est aussi pour le côté école, parce qu'elle découvre aussi du coup une école de magie, où on lui apprend à maîtriser ses pensées de télépathe, où d'autres apprennent à faire de l'alchimie. Enfin, c'est des choses qu'on n'apprend pas à l'école. J'ai vraiment passé un bon moment. Et je dois dire, quand le tome 1 et le tome 2, j'ai préféré ce deuxième tome. Au niveau de l'action, au niveau de l'histoire, j'ai trouvé beaucoup plus sympathique. Donc ça a été un très bon moment. Moi, je le recommande vivement. J'y ai mis un 18. Ensuite, je suis sur le dernier livre que je n'ai pas lu de Dan Brown au niveau de Robert Langdon. Les autres Dan Brown, hors Robert Langdon, je ne les ai jamais lus. Il s'agit de Origine. Je le lis aussi pour le Pumpkin Autumn Challenge, ce qui était le cas des 3 autres livres que vous avez vus. Et celui-là, je le lis aussi pour le challenge automnal sur un groupe Facebook où je suis.
Donc pour l'instant, j'ai bientôt fini. Il reste moins de 50 pages. C'est toujours très agréable, hein. Je pense que tout le monde connaît Dan Brown et Robert Langdon avec Da Vinci Code, Ange et Démon, Inferno. Là, cette fois, on est en Espagne. Robert doit assister à la conférence d'un ancien élève qui est devenu un ami à lui, qui aurait trouvé les origines de la vie, d'où venons-nous, où allons-nous. Malheureusement, comme souvent dans les Robert Langdon et les Dan Brown, le personnage qui va faire la conférence meurt en plein milieu de cette conférence et il n'a pas le temps de dire d'où on vient, où est-ce qu'on va. Donc l'histoire, ça va être à Robert Langdon de découvrir tout ça, de faire en sorte de publier sa recherche. J'en dirai pas plus pour pas vous spoiler. C'est encore une fois un bon livre de Dan Brown. Moi j'aime bien les livres comme ça avec Robert Langdon. Peut-être que plus tard je lirai ses autres livres hors Robert Langdon, mais c'est vrai que les thrillers, ce genre-là, c'est moi mon truc. J'avais fait exception pour les Robert Langdon, comme j'aime bien les films, et que j'aime bien les livres, hein, d'ailleurs. Donc pour l'instant, celui-là, il est en cours. Toujours en cours, L'or, d'Alexandra Bracken, qui est, comment vous dire, c'est pas une réécriture de mythologie, moi je dirais plutôt que c'est une mythologie grecque moderne. Il y a très longtemps, Zeus a créé des jeux, l'Agone, où en fait, tous les 7 ans, les dieux deviennent mortels. Ils ont toujours une certaine capacité de leur pouvoir, mais ils en ont perdu une partie. Et pendant 7 jours, tous les 7 ans, ils deviennent mortels. Ils perdent une partie de leur pouvoir. Et ils se font chasser par des chasseurs issus des lignées de Jason, d'Ulysse, ce genre-là. Il y a plusieurs lignées, Héraclès aussi. Ils ont le droit de chasser les dieux pendant 7 jours, de toutes les manières qu'ils veulent. Donc là, comme ça se passe de nos jours à New York, vous avez les drones et tout ça qui entrent en jeu, les armes à feu, les armes de l'époque aussi. Et quand un chasseur tue un dieu, il prend le pouvoir du dieu et devient le nouveau dieu. Par exemple, là, vous avez le nouvel Arès. Il a son propre prénom, mais on l'appelle toujours le nouvel Arès. Par contre, vous avez encore plusieurs divinités d'origine, les vrais dieux d'origine. Vous avez Athéna, Artémis et Hermès, qui sont donc encore les dieux d'origine. Et au milieu de tout ça, vous avez notre petite Laure, qui est une jeune femme, qui, lors du dernier Agone, il y a 7 ans en arrière, a décidé de se détourner de ça, de la mythologie, de sa lignée, enfin bref, suite à la mort de sa famille. Et elle se cache depuis 7 ans et elle ne veut plus rien avoir à faire avec ça. Sauf que soudainement, juste avant le début de l'Agone, eh bien, on a son meilleur ami qui fait sa réapparition. Elle le croyait mort depuis 7 ans aussi d'ailleurs. Et quelques heures plus tard, en rentrant chez elle, elle découvre Athéna, qui est donc une des divinités d'origine, qui est grièvement blessée devant son perron et qui lui demande de l'aide. Elles font un pacte, je ne dirais pas ce que Athéna promet dans le pacte, mais la contrepartie c'est si tu m'aides, parce qu'elle est grièvement blessée, à tenir pendant les 7 jours de l'Agone, je t'offrirai ça en contrepartie. Et Laure finit par accepter. Alors moi je l'aime beaucoup ce bouquin. Je ne comprends pas, beaucoup de monde le descendait en VO, des gens qui l'ont lu, qui l'ont commencé en VO avant qu'il sorte en VF. Moi je ne comprends pas, je le trouve génial. Et je suis quand même contente parce que sur le groupe Facebook où je suis, une personne l'a lit et l'a beaucoup aimé aussi. Et on le fait en LC sur un groupe. Et une autre personne l'aime bien aussi pour le moment parce qu'on ne l'a pas fini. Donc ce livre-là, il est pour le challenge Disney Book Challenge et pour le Pumpkin Autumn Challenge. Et à part ça, à l'intérieur est absolument magnifique. Je vais vous montrer un petit peu. Voilà. Et alors l'extérieur, c'est un des plus beaux de Saxus que j'ai eu avec la Cité de Letton pour le moment. Le devant, le côté et le dos. Il est vraiment magnifique. Pour le moment, moi j'aime beaucoup ce que je lis. J'aime beaucoup le caractère de Laure. J'aime beaucoup, je ne rentrerai pas dans le détail des personnages pour ne pas vous spoiler, mais j'aime beaucoup aussi Castor. Miles aussi. J'ai trouvé vraiment très intéressant comme écriture moderne de mythologie. Et moi, personnellement, je le recommande en tout cas. Et sinon, ben là, je vais commencer ce soir le Paris des Merveilles, le tome 2. Toujours pour mon Pumpkin Autumn Challenge. J'ai fait gentiment le tour, puisque malheureusement, j'ai perdu tout le restant de ce que je vous avais filmé. Je ne sais pas si je ferai un vlog cette semaine. Je ne sais pas, ça dépendra si je reçois les petites figurines et puis d'autres choses.
Mais là, à part les petites figurines, j'attends pas spécifiquement de produits, donc je verrai. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Ciao, ciao!